Bonjour Pauline Ekombi. Bonjour. Alors vous êtes une ancienne basketteuse professionnelle. Vous vous êtes notamment passée par le Stade Français, Villeurbanne, Clermont ou encore Bordeaux. Vous avez été championne de France à 3 reprises. Vous avez aussi gagné la Coupe de France. Et également vous avez à votre palmarès les titres de vice-championne d'Europe junior et senior. Et au passage, vous avez pendant longtemps été détentrice du nombre de sélections en équipe de France, nombre record de 254 sélections. Pauline, bienvenue dans l'entretien face caméra. Merci beaucoup. Alors, ce que certains ne savent pas, même beaucoup, c'est que vous avez baigné dans le monde sportif très tôt, puisque votre papa est un ancien footballeur international. En fait, papa était un footballeur professionnel. Et il évoluait à l'Orix Douala, qui est un club mythique au Cameroun. Et ensuite, il est arrivé en France pour jouer à Rouen, qui était en Ligue 1 à l'époque. D'ailleurs, suivi de près par son jeune frère, mon oncle, donc, qui lui a évolué à Montpellier. Donc ça, c'est le côté foot. Et du coup, qu'est-ce qui vous a marqué chez votre père quand vous le voyez comme ça, sportif, professionnel? Alors, j'ai pas eu évidemment l'occasion de le voir jouer parce que sa carrière s'est interrompue 1 an après sa venue en France pour des problèmes de ménisque. Donc à l'époque, ça ne se soignait pas comme aujourd'hui, la carrière était terminée et par contre, je l'entendais beaucoup en parler, c'est les compatriotes qui venaient à la maison ou la famille. J'ai vu quelques photos, notamment une où il avait fini au Red Star, justement, c'était assez amusant. Donc bon, il n'en parlait pas beaucoup, mais on regardait beaucoup le football, ça, c'est clair qu'il était très passionné de foot, et puis le foot c'était la religion. C'est encore d'ailleurs la religion en Afrique, et au Cameroun particulièrement. Mais du coup, est-ce que c'est ça qui a suscité en vous le goût du sport? Non, en fait, logiquement, j'ai joué au foot avec mes frères. J'ai 4 frères, je suis la seule fille. Donc, quand on était dehors, le sport le plus accessible était donc le football. J'ai joué au foot. Je regardais tous les matchs de foot, l'épopée de Saint-Étienne, l'épopée des Verts, l'équipe du Brésil de Pelé, l'équipe d'Allemagne de Beckenbauer. Voilà, enfin, j'ai suivi forcément le football, parce que chaque fois qu'il y avait des matchs de foot. Et puis il y avait aussi un deuxième sport dont mon père était passionné, qui nous a transmis, c'était la boxe aussi, de l'époque des Mohamed Ali, Joe Frazier. Foreman. Justement, j'allais venir au rayon des souvenirs parce que c'est aussi le but de Facecam. Celui qui vous a beaucoup marqué, c'est Mohamed Ali, ce fameux combat à Kinshasa. Ah oui, ça c'est clair. Alors déjà, ce grand monsieur, ce grand champion très engagé, parce que c'est pour ça aussi qu'on l'aimait, et très charismatique. C'est vrai que ce combat mythique en Afrique, c'est comme une symbolique de retour aux sources des enfants du pays finalement, du continent mère, de la terre mère, et en plus poussé par ces cris Ali Boumaillé. Non, moi ça, c'est encore maintenant, ça me remplit d'émotion. C'est symboliquement énorme de voir 2 grands champions, parce qu'il n'y a pas que Ali, il y a quand même Foreman en face aussi, c'est quand même 2 énormes champions qui retournent sur la terre mère et pour faire un combat énorme et légendaire, puisqu'on en parle encore aujourd'hui, ça reste dans les annales et ça reste dans notre mémoire émotionnelle, on va dire aussi. Donc ouais, c'est très fort et c'est vrai qu'il manque un peu le son, mais si on a le Ali Boumaillé de toute une population derrière, c'est waouh quoi, c'est le grand quoi. Et du coup, chez Mohamed Ali, qu'est-ce qui vous a le plus plu? Le sportif ou l'homme et ses combats? Alors les deux, bien évidemment, le grand champion qu'il était, et qu'il est, et qui reste, hein, d'ailleurs il fait toujours partie des grandes légendes, le respect total pour sa carrière de grand champion, mais également évidemment l'homme de tous les combats, l'homme très engagé, l'homme charismatique, l'homme qui s'est engagé contre la guerre du Vietnam, l'homme qui a pris des positions et qui s'est engagé pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, aux côtés justement du grand leader Martin Luther King. Et d'ailleurs, parmi lesquels je citerai un grand champion de basket, puisque tant qu'à faire, lui rendre hommage aussi, c'est Karim Abdul-Jabbar des Lakers, qui était également aux côtés de ces grands hommes pour la lutte, pour les droits civiques des Noirs américains.
Voilà. Et est-ce que comme eux, vous aussi, vous êtes engagé dans des combats, Pauline? Oui, moi je suis très sensible à plusieurs combats, mais il y en a un sur lequel je cristallise beaucoup plus, c'est les abus sexuels sur les enfants. Ça me et dans le sport également, puisque c'est aussi ça n'existe pas que dans les familles, contrairement à ce qu'on peut penser dans les familles défavorisées, ça existe dans toutes les familles. Ça existe également dans le sport. Donc moi, c'est un combat qui me touche beaucoup personnellement et sur lequel je m'engage en particulier. Après, il y a le handicap, évidemment, la condition des femmes, ou je dirais pas la condition des femmes parce que j'ai pas envie d'être étiquetée féministe parce que je suis plutôt on est ensemble, pour moi, les hommes et les femmes, et non pas les uns contre les autres. Et justement, j'espère qu'on arrivera à être ensemble pour faire des choses ensemble, pour l'avenir de nos enfants, surtout, dans différents secteurs, bien sûr, de différents domaines. On va revenir sur votre parcours, Pauline. Alors, quel a été le déclic pour vous mettre au basket? Alors, le déclic, je dirais plutôt, alors déjà, je crois que à 13 ans, j'ai grandi d'un coup, j'ai fait 1,75 m. Ce qui a provoqué un début de scoliose, puisque j'étais toute maigrichonne aussi, on ne peut pas grandir et grossir en même temps. Du coup, j'ai consulté le médecin de famille qui a préconisé que je fasse plutôt du basket, du volley, de la natation pour ma taille et me développer physiquement, plutôt que de faire du football qu'il pensait être néfaste pour mon début de scoliose. Bon, ça c'était les médecins de l'époque. Du coup, j'avais une amie au basket et je l'ai suivie. Et puis ma carrière a été lancée au bout d'un an. Je me suis retrouvée propulsée de départementale à l'INSEP. Ça allait vite. Très vite. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle se dit, la petite Pauline qui débarque comme ça à l'INSEP au bout d'un an? Bah déjà, tout de suite au début, j'ai dit chouette, super, c'est cool, ça va être la fête. Surtout que chez moi, c'était l'éducation stricte. Donc moi, j'ai plutôt mis du temps, je dirais, à comprendre que j'intégrais le temple du sport de haut niveau et la terre de champion. Et bon, les entraîneurs se sont bien évidemment chargés de me le faire comprendre au fil du temps. Mais c'est vrai qu'au début, c'était waouh, c'est génial ici, c'est cool. Donc j'avais pas réalisé tout de suite où j'étais en fait. Et dans votre parcours aussi, vous avez connu les États-Unis et des championnats universitaires. Oui, alors là-dessus aussi, j'ai été la pionnière. Dans les années 80, j'ai eu plusieurs propositions de bourses de grosses universités américaines. Et donc Tennessee, non pas Tennessee, Old Dominion, Long Beach State, qui était dans le top 3 des meilleures universités américaines, et Marist College, qui était une autre conférence. Donc je suis allée à Marist College. New York, État de New York. Les États-Unis, c'est vraiment un autre monde au niveau basket. Mais c'est une référence, évidemment. Le basket là-bas, c'est la référence. Et un petit Français ou une petite Française, parce que on n'était quand même pas coté comme on l'est maintenant à mon époque, qui débarque aux États-Unis, ben, il faut faire sa place pour se faire respecter par les Américains, parce qu'il faut aussi tenir compte que même si on obtient une bourse d'études, parce que c'est aussi concilier les études universitaires et le sport, ça coûte cher, et c'est sur 4 ans, et on prend la place finalement d'un autre Américain, d'un local, donc il faut vraiment prouver qu'on mérite cette bourse, peut-être 2 fois plus qu'un Américain. Donc ça, c'est plutôt un beau challenge. On va poursuivre dans votre carrière, Pauline. Vous avez connu les championnats de France, d'Europe, les Jeux méditerranéens, des tournois pré-olympiques. Où est-ce que vous avez connu les plus belles sensations? Ah, oui, well, comme je disais tout à l'heure. Well. Très sincèrement, chaque fois que j'allais sur le terrain, ça me procurait une sensation une adrénaline, un plaisir immense. Déjà, rien que de faire du sport de haut niveau, c'était un plaisir immense. Donc déjà, ça, c'est une première grosse sensation. Et bien évidemment, à chaque performance, chaque victoire est une sensation extraordinaire. Et d'atteindre son objectif, un objectif collectif, je dirais, de titre ou de podium, ça aussi, c'est une merveilleuse sensation. Donc je dirais qu'à chaque titre,
chaque fois que j'étais sur le terrain. La moins bonne des sensations, plutôt, c'est l'échec. Ça, c'est pas bon du tout. C'est pas une très bonne sensation, c'est une frustration, une colère envers soi-même. Sur le moment, hein, j'irai à chaud, on est en colère, mais il faut savoir gérer ça dignement, et on l'apprend, hein, l'échec, et puis gérer ça avec beaucoup de dignité et beaucoup de fair play. Mais est-ce qu'il y a un échec ou une défaite que vous avez encore du mal à digérer jusqu'à maintenant? Ah, parce que, très sincèrement, je dirais pas que c'est un échec, enfin si c'est un échec, et c'est une période où l'équipe de France féminine est passée du groupe A au groupe C. C'est-à-dire que là, il fallait tout reconstruire. Ça m'est resté vraiment en travers parce que on n'aurait pas dû chuter, mais il y a eu des problèmes, je pense, avec l'entraîneur de l'époque qui convenait pas certainement et qui a coulé cette équipe. Et la façon dont ça a été fait, surtout, ça m'a pas plu. Et le fait qu'on ait à tout reconstruire, moi, à un moment, j'ai raccroché en fait. J'ai mis un terme à un moment donné dans ma carrière, et ça, personne ne le sait. Et je ne voulais plus jamais entendre parler du basket parce qu'on venait de me priver d'un plaisir. C'est-à-dire qu'on avait tout le travail de prédécesseurs d'entraîneurs précédents et notre travail à nous de joueuses venait d'être gâché en l'espace de 2 saisons par un entraîneur qui n'avait pas sa place dans le secteur féminin, tout simplement. Et ça m'est resté vraiment en travers parce qu'on n'a pas été écouté. Lorsqu'on en a fait part à notre DTN de l'époque. Et ça aussi, ça m'a beaucoup énervé parce que j'ai ressenti à ce moment-là le peu de cas, le peu de considération que ces dirigeants avaient envers le basket féminin et le sport féminin en général. Donc ça m'a vraiment écœuré, et ça m'est resté en travers la gorge. Et depuis d'ailleurs, je suis engagée pour le sport féminin, ça c'est clair et net, parce que on a parfois plus de médailles, on rapporte parfois beaucoup plus de médailles que nos homologues masculins, et on est peu considéré comme citoyenne de seconde zone. C'est un peu comme la place de la femme dans la société. Donc il y a un moment, ça suffit, on n'est pas des citoyennes ou des citoyens de seconde zone, il n'y a pas de citoyens, citoyennes de seconde zone, on est ensemble. Et on doit être portés ensemble, et pourquoi pas se porter même mutuellement, dans le sport comme dans la société. Ouais. Et d'ailleurs, on vous sent attaché à l'équipe de France, Pauline. Comment est-ce que vous jugez la nouvelle génération? Comment en termes de niveau? Oui, jugement, oui, c'est le terme juger. Ça m'a perturbé. Non, moi, en fait, j'ai un regard bienveillant, hein. Je suis une ancienne, parfois une grande sœur pour certaines, ou on sait que nous, on est des références parce qu'on a fait en sorte que nos jeunes se sentent soutenus par les anciens et les anciennes, qu'ils sachent qu'on est là, qu'on les soutient, qu'on est fiers d'eux, quoi qu'il arrive. Cette génération, en tout cas chaque génération, a connu son lot de victoires, de défaites, de désillusions, de déceptions, comme celle que l'on voit actuellement au dernier mondial. Même si nous, on a trouvé que c'était très très bon résultat d'être 4e, elles ont acquis la culture de la gagne, donc elles étaient très déçues, mais elles sont très jeunes. Il reste que quelques cadres, 3, 4 anciennes, donc il leur faut encore acquérir de l'expérience. Elles viennent d'être qualifiées au championnat d'Europe, le prochain en 2019. Donc non, elles ont du talent, elles ont de l'avenir, et il faut qu'elles continuent de s'accrocher. On est fiers d'elles, et puis quoi qu'il arrive. Mais est-ce que les observateurs, ils ne sont pas plus durs avec l'équipe de France féminine que masculine, des fois? J'ai pas le sentiment que ce soit plus dur, mais comme on a eu certainement dû, je dirais, au fait que les filles ont apporté beaucoup plus de résultats. Elles ont quand même été championnes d'Europe, elles ont été quand même vice-championnes olympiques, elles ont été au JO de Sydney, elles ont eu une place honorable aussi, elles ont failli être dans le top 3, et c'est clair qu'elles avaient la place, mais elles ont été quand même au pied du podium. Donc elles nous ont tellement habitués à gagner que peut-être quand il y a une contre-performance, on a tendance à être beaucoup plus déçu, mais je pense que c'est plus lié à l'émotion que mauvais jugement ou mauvaise critique. On l'espère en tout cas. Et du coup, Pauline, on va se rapprocher dans le temps. Désormais, quel est votre quotidien? Alors aujourd'hui,
J'ai décidé depuis 3 ans donc d'entreprendre après avoir eu 20 ans d'expérience dans le monde de l'entreprise. Donc je suis présidente cofondatrice d'une start-up du sport qui s'appelle Sportail Community. Donc voilà, vous voulez en savoir plus peut-être? Ah bien sûr, forcément. D'accord. Ok. Donc la Sportail Community, c'est une plateforme intermédiaire entre les sportifs de haut niveau, pro, semi-professionnels, handisport et les professionnels du monde de l'entreprise, de la formation, du recrutement. Donc l'objectif, c'est de rapprocher ces deux communautés par une mise en relation via un réseau social 100% professionnel et d'apporter des services plus, je dirais, aux entreprises, à savoir les conseiller pour promouvoir leur marque employeur auprès de la communauté des sportifs et les sportifs, eux, peuvent aussi promouvoir leurs compétences, leur savoir-faire, leur expertise, parce que ce n'est pas que les sportifs étudiants, il y a aussi les sportifs comme moi, chefs d'entreprise, on a besoin aussi de promouvoir également nos activités. Donc voilà, c'est en gros, voici Sportail Community. Alors, avant de se quitter, Pauline, 2 dernières questions. On va d'abord regarder dans le rétroviseur. Ah oui. Quand vous regardez en arrière, votre carrière, les victoires, les titres, aussi quelques défaites, qu'est-ce que vous vous dites? Il faut que je sois avec vous pour regarder en arrière, parce que moi, je regarde toujours devant. Et j'ai tendance à zapper. En fait, c'est pour ça que parfois, j'ai un peu de mal à repositionner les souvenirs et tout, parce que je suis toujours en avant. Donc, quand je regarde en arrière, qu'est-ce que je vois de ma carrière sportive? Oui. Ce que je vois, je me dis, j'ai eu de la chance d'avoir vécu de ma passion, d'avoir vécu si longtemps où je me faisais énormément plaisir. J'ai pas eu le simple sentiment d'avoir sacrifié quoi que ce soit parce que je pars du principe que quand il y a du plaisir, il n'y a pas de sacrifice. Si, des fois j'ai eu mal parce que quand en fin de saison, quand il y a les trêves et qu'il faut reprendre la période de conditions physiques et tout ça, par contre, j'en ai arc. Mais bon, quand il faut le faire parce qu'on sait que ça va nous rendre meilleurs, ben on passe au-dessus. Donc c'est ce qu'on appelle le dépassement, dépasser la douleur, parce que c'est très douloureux, il faut le savoir, et cette capacité de résilience qu'on a dans le sport est énorme. Non, en fait, et puis surtout, c'est une famille dans laquelle on est encore aujourd'hui, donc c'est toujours un grand plaisir de retrouver les anciennes, c'est toujours un grand plaisir de voir évoluer les nouvelles générations et dans tous les sports en général. Et ouais, et puis d'avoir des copines, des anciennes coéquipières qui sont devenues comme des sœurs finalement, il y a un lien fort qui nous unit parce qu'on a partagé quelque chose d'unique. Et c'est pas que en France, c'est même vis-à-vis des adversaires. Des fois on les retrouve sur Facebook et on se remémore des matchs où on avait perdu, où ils nous ont gagné, ou inversement. Et donc c'est un énorme... Ouais, j'en parle avec beaucoup d'émotion. Parce que je trouve c'est une chance inouïe si on peut vivre de sa passion. Et avant de se quitter, quelque chose que beaucoup ne savent pas, c'est que vous avez une petite anecdote avec Michael Jordan. Ah ouais, ils vont finir par le savoir à force d'en parler. Non, en fait, moi j'ai eu la chance, mais à l'époque je ne le voyais pas comme ça, pas comme une chance, parce que... j'étais aux États-Unis déjà et Michael Jordan était déjà connu dans la sphère du basket, mais au sein de l'équipe américaine nationale comme étant un grand potentiel. Et puis il était connu en collège, justement. Avant les Bulls, il était à North Carolina. C'est là qu'on l'a connu quand même. Moi, en tout cas, j'ai entendu parler de lui à ce moment-là. Et on savait que ça allait être un joueur draftable. Et donc, en fait, entre les 2 saisons américaines, je suis rentrée en France et j'ai eu l'occasion de le croiser dans une soirée. Et il venait d'être drafté, donc il n'était pas encore connu par le grand public, on va dire. Ça a été un plaisir de le rencontrer. J'ai été invitée à sa table où il y avait son frère aîné et son agent de l'époque. Et puis c'est vrai que l'anecdote, c'est j'ai dû mettre 1 heure pour lui convaincre que j'étais bien une joueuse de haut niveau, parce qu'il n'y croyait pas. Il était persuadé que j'étais mannequin. Et surtout, ce qui était amusant, c'est l'image que lui avait de la basketteuse. Et c'était lui
mais pas que lui, hein. Franchement, c'était l'image que les gens se faisaient des athlètes en général, qui étaient masculines, voilà, pas très féminines, etc. D'où l'insistance, enfin, pas sa stupéfaction, mais son étonnement de savoir que j'étais Basketteuse et féminine en même temps. bah, je lui dis que je me souviens lui avoir dit, mais je vois pas où est le problème et que c'est pas incompatible sur le terrain. Et après, pour lui montrer que sous cette tenue peut-être de soirée, j'ai bandé mon bras et je lui ai dit de toucher. Parce qu'il y a une photo de moi en équipe de France d'ailleurs où je fais un lancer franc qui montre bien que j'étais une des plus cut des athlètes, enfin basketteuses en tout cas. Donc ça l'a vraiment très étonnée. Du coup, on est restés amis. Et puis après, j'ai pas entretenu la relation. Mais il est revenu la première fois en France après, plus connu parce qu'on peut remercier Canal Bulls. Voilà, quand il a commencé à être connu. Et son deuxième voyage en France, il souhaitait qu'on se voie, mais j'étais sur Bordeaux, je jouais. Et on s'est perdu de vue. Voilà, donc, mais c'était une petite anecdote comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me fait marrer. Mais à l'époque, ça avait son importance quand même. Voilà. Pour dire la mentalité que pouvaient avoir nos homologues masculins et la société en général sur le sport, les femmes et le sport. Comme quoi, il y a encore des préjugés qui ont la vie dure. En Afrique, il y en a encore aussi, c'est vrai, et encore ici un peu de moins en moins en France, mais ce serait bien, je pense que ça va de toute façon en Afrique aussi, parce qu'on a tendance à penser que la femme dans le sport, elle perd de sa féminité, ou comme c'est des valeurs de virilité qui sont véhiculées, alors que maintenant, non, le sport c'est d'autres valeurs que simplement la virilité, ce sont des valeurs de combativité, d'émancipation, de développement personnel, et entre autres. Donc une femme, il vaut mieux avoir une femme combattante qui sait faire face aux épreuves de la vie par le prisme du sport, mais ça n'enlève en rien sa féminité. J'imagine d'ailleurs que quand en Afrique, dans une famille, on voit qu'on a une sœur ou une maman championne, on oublie complètement, j'imagine, si elle est championne du monde ou championne olympique, on va d'abord laisser émerger sa fierté avant même de dire elle perd sa féminité. Donc voilà. Ça c'est sûr. On va finir sur ce note positive. Merci beaucoup, Ouais. Pauline. Merci, merci, merci.